Grenoble, 1983. Une ville nichée au cœur des Alpes françaises, réputée pour son dynamisme intellectuel, son université prestigieuse et son charme historique. Ses rues pavées serpentent entre des bâtiments anciens, sous la surveillance imposante de la Bastille. C'était un lieu où la vie semblait s'écouler avec une certaine harmonie, un mélange apaisant de nature et de culture. Pourtant, même dans les décors les plus idylliques, l'ombre du crime peut s'étendre, et parfois s'y enraciner profondément, défiant toute logique et laissant des cicatrices indélébiles. C'était un soir d'automne, le 17 octobre 1983. Le froid commençait à mordre, et les feuilles des platanes le long de la paisible rue de la Paix prenaient des teintes d'or et de rouille, annonçant l'arrivée imminente de l'hiver. Une légère brume enveloppait la ville, ajoutant une touche de mélancolie à l'atmosphère déjà pesante, comme si la nature elle-même pressentait le drame à venir. Les lumières des cafés et des librairies se reflétaient sur les trottoirs humides, créant une ambiance feutrée qui allait être brutalement déchirée. Geneviève Dubois, 35 ans, était une figure lumineuse dans le monde académique grenoblois. Originaire de Lyon, elle avait choisi Grenoble pour son effervescence culturelle et y enseignait la littérature comparée avec une passion contagieuse à l'université locale. Ses cours étaient réputés pour leur vivacité, sa capacité à insuffler la vie aux textes anciens. Son esprit était vif, son sourire, un rayon de soleil dans les couloirs de l'institution. Elle était respectée, admirée, et menait une vie simple mais intensément riche, entourée de livres, d'art et d'un cercle d'amis fidèles. Elle venait tout juste de décrocher une bourse d'études prestigieuse pour un projet de recherche sur la poésie symboliste française, une consécration qui avait fait l'objet de quelques jalousies discrètes. Personne n'aurait pu imaginer qu'une telle existence, pleine de promesses, serait brutalement fauchée. Ce soir-là, une inquiétude grandissante commença à s'installer chez Madame Thérèse Lambert, une voisine âgée et discrète qui habitait l'appartement juste en dessous de celui de Geneviève. Depuis des heures, elle n'avait pas vu la jeune femme. Les lumières de son appartement du 3e étage restaient éteintes, un fait inhabituel pour Geneviève, qui travaillait souvent tard le soir. Le courrier s'amoncelait dans la boîte aux lettres, et un silence inhabituel, presque lourd, régnait dans l'immeuble haussmannien. Vers 23 heures, une intuition, un mauvais pressentiment que seules les personnes âgées semblent parfois posséder, la poussa à composer le numéro de la police. Elle sentait que quelque chose de terrible s'était produit, une sensation glaciale qui lui serrait l'estomac. Quelques minutes plus tard, les gyrophares bleus et rouges des véhicules de police brisèrent la quiétude de la rue de la Paix, projetant des éclats de lumière sur les façades endormies. Les agents arrivèrent rapidement et furent bientôt rejoints par le capitaine Henri Moreau, un détective chevronné de la sûreté urbaine de Grenoble. Son visage buriné par des années d'enquête complexes, son regard perçant avait déjà percé le voile de nombreux mystères. En ce soir d'octobre, il sentait déjà que cette affaire serait différente, plus sombre, imprégnée d'une aura de non-sens. L'air était froid, lourd d'une tension palpable, annonciatrice d'un drame qui allait marquer l'histoire de la ville. Après avoir constaté que la porte de l'appartement de Geneviève était simplement claquée, sans signe d'effraction forcée, les policiers, sous la direction de Moreau, décidèrent d'entrer. Ce qu'ils découvrirent allait hanter leur mémoire pendant des décennies, une image figée de violence et de désespoir. Le corps de Geneviève Dubois gisait sur le tapis perçant du salon, au milieu d'un désordre qui semblait à la fois chaotique et étrangement mis en scène. Ses yeux étaient ouverts, fixant le plafond avec une expression de surprise et de terreur, figée pour l'éternité, un regard qui semblait implorer des réponses. Un vase en cristal, d'une valeur certaine, était brisé en 1000 morceaux près de sa tête, maculé de sang séché. Il ne faisait aucun doute qu'il s'agissait de l'arme du crime, utilisée avec une violence inouïe, témoignant d'une rage incontrôlée. Le contenu d'un tiroir de la commode principale avait été violemment éparpillé sur le sol, suggérant un cambriolage qui aurait mal tourné, une lutte désespérée pour des biens.
Les papiers personnels de Geneviève, des lettres, des photos, des notes de cours, gisaient pêle-mêle, comme si quelqu'un avait cherché quelque chose avec frénésie ou simplement voulu semer le chaos. Pourtant, un examen rapide de la scène par le capitaine Moreau révéla une dissonance troublante, le premier d'une longue série d'énigmes. Malgré le désordre apparent et l'impression d'un vol, les objets de valeur de Geneviève, ses bijoux délicats posés sur sa table de nuit, son portefeuille contenant de l'argent liquide et ses cartes de crédit, même une petite statuette en bronze de grande valeur sentimentale et financière, étaient tous là, intacts. Rien d'important n'avait été emporté. Le chaos dans le salon semblait contredire l'absence de vol. C'était un détail qui ne collait pas, un élément déroutant qui suggérait que le motif du crime était bien plus complexe qu'une simple rapine. L'appartement était un témoignage silencieux d'une violence soudaine et brutale, mais aussi d'une étrange contradiction. Ce soir-là, l'affaire Dubois, un mystère qui allait défier le temps et la justice, venait de commencer. Le matin, pâle et hésitant, filtrait par les fenêtres de l'appartement de Geneviève Dubois, dissipant une partie des ombres dramatiques de la nuit précédente, mais révélant la sombre réalité avec une clarté brutale. Alors que les premières équipes de la police scientifique arrivaient, sous la direction du méticuleux capitaine Moreau, une nouvelle phase de l'enquête commençait. Chaque détail était crucial, chaque objet, un potentiel témoin muet. La docteure Sylvie Moreau, médecin légiste de renom, arriva peu après, son regard professionnel évaluant la scène avec une froideur calculée. Dans son rapport préliminaire, elle estima l'heure du décès entre 19h et 22h la veille au soir, indiquant comme cause principale des blessures contondantes à la tête, compatibles avec le vase en cristal retrouvé brisé. La violence employée suggérait un crime passionnel ou un accès de fureur intense plutôt qu'un simple cambriolage. Il y avait des signes de lutte, des égratignures sur les bras de la victime, indiquant une résistance désespérée dans ses derniers instants. L'équipe de la police scientifique, dans un balai silencieux et précis, commença à passer l'appartement au peigne fin, à la recherche du moindre indice. Ils prélevèrent des échantillons de sang, des empreintes digitales et chaque éclat du vase en cristal. Parmi les pistes initiales les plus prometteuses se trouvait une trace de pas partiel sur le tapis, près du corps, qui n'appartenait pas à Geneviève. C'était l'empreinte d'une chaussure d'homme d'une taille considérable, avec un motif de semelle distinctif. De plus, de minuscules fibres textiles, d'une couleur et d'une texture inhabituelles, furent retrouvées accrochées aux vêtements de Geneviève, suggérant une lutte. Et tel un fil invisible reliant l'agresseur à la victime, un unique cheveu fin et sombre fut délicatement retiré de la main crispée de Geneviève, un détail qui, à l'époque, avec les technologies limitées de 1983, ne révélerait pas encore tout son potentiel. Ces éléments furent soigneusement catalogués et envoyés pour analyse au laboratoire. Tandis que la science suivait son cours, Moreau et son équipe commencèrent à plonger dans la vie de Geneviève Dubois. Elle était célibataire, mais sa vie sociale était vibrante, particulièrement dans les cercles artistiques et académiques de Grenoble. Ses amis la décrivaient comme une femme cultivée, indépendante et passionnée par son travail, quelqu'un qui vivait intensément chaque moment. Elle était une âme libre, aimant les débats intellectuels et les longues soirées entre amis à discuter de littérature et de philosophie. Sa passion pour l'art et la littérature était contagieuse, et elle était une figure aimée de beaucoup. Sa récente réussite, la prestigieuse bourse de recherche sur la poésie symboliste française, avait été une source de grande joie et de fierté. Cependant, Moreau savait que le succès n'était pas toujours synonyme de bonheur universel. L'envie, ce poison subtil, pouvait gangrener le cœur des autres. Certains collègues du département, peut-être moins talentueux ou moins ambitieux, auraient pu nourrir du ressentiment pour son éclat, son intelligence vive et son ascension rapide. La compétition dans le monde académique, bien que souvent feutrée, pouvait être féroce. Geneviève était connue pour sa franchise, et cela n'était pas toujours bien reçu par tout le monde.
L'enquête révéla rapidement quelques pistes mystérieuses qui ajoutaient des couches de complexité à l'affaire. Dans les jours précédant sa mort, Geneviève avait reçu plusieurs appels anonymes. Les appels, toujours silencieux ou avec des murmures indistincts, provenaient de cabines téléphoniques publiques disséminées dans la ville. Geneviève en avait parlé à une amie proche, Madame Isabelle Laurent, avec un mélange d'irritation et d'un certain malaise, les trouvant un peu étranges, presque menaçantes. C'était un détail troublant, suggérant que quelqu'un l'observait, peut-être même la harcelait, créant une atmosphère d'appréhension dans les jours qui précédèrent le crime. Les premiers suspects émergèrent naturellement du cercle de Geneviève. Il y avait le docteur Antoine Lefebvre, un collègue professeur d'université et son ex-petit ami. Leur relation, bien que terminée à l'amiable quelques mois plus tôt, avait connu ses moments d'intensité. Lefebvre, un homme charmant mais avec un historique de relations compliquées, fut rapidement interrogé. Il présenta un alibi solide. Il était à Paris, participant à une conférence académique avec des billets de train et des registres d'hôtels confirmant sa présence dans la capitale. Son alibi était inattaquable. Un autre nom qui attira l'attention fut celui de Jean-Luc Martin, un étudiant mécontent que Geneviève avait recalé à son cours le plus avancé. Martin était connu pour son tempérament explosif et pour avoir proféré des menaces voilées à d'autres professeurs par le passé. Il avait manifesté un ressentiment particulier envers Geneviève, se sentant lésé par l'évaluation de son travail. Interrogé, Martin nia avec véhémence toute implication, mais sa colère et sa frustration étaient palpables. Il affirma avoir passé la nuit du crime seul dans son petit appartement d'étudiant, à lire. Un alibi fragile, sans témoin pour corroborer sa version, mais la police ne trouva aucune preuve matérielle le reliant directement à la scène de crime, ni l'empreinte de pas mystérieuse, ni les fibres. La complexité de l'affaire commençait à se dessiner. Une femme respectée, une vie apparemment sans ennemi évident, un crime brutal sans motif clair de vol et des pistes qui semblaient mener à des impasses. Le capitaine Moreau sentait qu'il avait affaire à quelque chose de plus profond, de plus dérangeant qu'un crime ordinaire. L'affaire Geneviève Dubois était loin d'être un simple dossier. C'était un labyrinthe d'énigmes que le temps et la persévérance devraient élucider. L'enquête initiale, malgré la rigueur et le dévouement du capitaine Moreau et de son équipe, commença à se transformer en un labyrinthe d'indices contradictoires et d'impasses. Dans les mois qui suivirent la découverte du corps de Geneviève, plus de 40 personnes furent interrogées. Amis, collègues, voisins, étudiants, commerçants locaux. Chacun offrit une pièce du puzzle, mais aucune ne semblait s'emboîter parfaitement pour former une image cohérente. Les témoignages se recoupaient, les alibis étaient vérifiés et revérifiés, mais la vérité restait insaisissable, cachée sous le voile d'une nuit fatidique. Parmi les nombreuses personnes interrogées, un nom commença à surgir avec une fréquence inquiétante. Zane Parker. C'était un voisin discret, vivant au même étage que Geneviève, dans un petit appartement au fond du couloir. Zane, 33 ans, était connu pour être un homme réservé, presque reclus, avec peu d'amis et une routine monotone. Il était également l'élève de Geneviève dans un séminaire de littérature avancée et, ironiquement, avait été l'un des candidats recalés pour la même prestigieuse bourse de recherche que Geneviève avait remportée. Sa candidature, bien que moins brillante, avait été soumise avec une passion qui frisait l'obsession, et sa frustration face au rejet était palpable pour ceux qu'il connaissait de plus près. Lors de son premier interrogatoire, Zane Parker se montra coopératif, bien que visiblement nerveux. Il affirma avoir passé la nuit du crime chez lui, seul, à lire. Un alibi sans témoin, comme celui de Jean-Luc Martin, mais sans la même explosivité de tempérament. Moreau, avec son intuition aiguisée, sentit qu'il y avait quelque chose d'artificiel dans le calme de Zane. Il ne pouvait pas identifier exactement quoi, mais le sentiment que quelque chose était dissimulé persistait. Cependant, sans preuve matérielle le reliant au crime, Zane fut relâché. Quelques semaines plus tard, Zane Parker disparut de Grenoble.
Son appartement fut retrouvé vide, et il avait laissé derrière lui tous ses biens, à l'exception d'une petite valise. La justification donnée à quelques voisins était qu'il avait trouvé un nouvel emploi dans une ville lointaine, Toulouse, comme bibliothécaire dans une petite institution. Une vérification rapide de la police révéla que l'emploi était faux, une invention élaborée pour justifier sa fuite. Zeyn s'était évaporé dans la nature, laissant derrière lui une traînée de doutes et un gigantesque point d'interrogation sur son nom. Son départ précipité ne passa pas inaperçu et le plaça en haut de la liste des suspects. Mais à ce stade, il était déjà trop loin pour être facilement retrouvé avec les moyens de l'époque. L'enquête, pendant ce temps, continuait de livrer quelques découvertes tardives, mais tout aussi énigmatiques. L'une d'elles fut la révélation d'un relevé téléphonique, indiquant un appel passé depuis l'appartement de Geneviève Dubois vers un numéro inconnu, environ 1 heure après l'heure estimée de la mort. L'appel ne dura que quelques secondes, et il n'y eut pas de réponse à l'autre bout. Qui aurait pu passer cet appel? Et pourquoi? Était-ce l'assassin dans un moment de panique ou de pure audace, essayant d'appeler quelqu'un ou, peut-être lui-même, pour confirmer quelque chose? Ou était-ce un indice délibérément laissé pour semer la confusion? La ligne téléphonique de la victime avait été utilisée pour un acte mystérieux, un appel post-mortem, ajoutant une autre couche de mystère à cette affaire déjà complexe. Malgré tous les efforts, les pistes semblaient s'évanouir. L'empreinte de pas partielle ne fut jamais totalement identifiée. Les fibres inhabituelles ne purent être rattachées à une source spécifique avec la technologie disponible. Le cheveu trouvé dans la main de Geneviève, bien que conservé avec le plus grand soin, était une preuve qui attendait l'avenir pour révéler ses secrets, car l'analyse ADN était encore une science à ses balbutiements. L'absence d'un motif clair de vol, la violence du crime et la disparition du principal suspect sans laisser de traces tangibles, tout contribuait à un sentiment croissant de frustration. Alors que les jours se transformaient en semaines et les semaines en mois, la pression sur Moreau et son équipe augmentait. De nouveaux crimes plus récents détournèrent les ressources et le manque de progrès tangible dans l'affaire Dubois la rendait de plus en plus difficile à justifier. Le public, initialement choqué, commença à se désintéresser et les médias, autrefois voraces, se tournèrent vers d'autres histoires. Lentement, inexorablement, l'enquête commença à s'essouffler. Les rapports s'empilaient, mais les réponses ne venaient pas. 6 mois après le meurtre brutal de Geneviève Dubois, en avril 1984, le capitaine Moreau fut contraint de prendre une décision douloureuse. Toutes les pistes étant épuisées, tous les alibis vérifiés et le principal suspect ayant disparu sans laisser de traces, l'affaire fut officiellement classée sans suite. L'affaire Geneviève Dubois devint un cold case, un dossier lourd et poussiéreux, destiné à reposer sur les étagères des archives de la sûreté urbaine de Grenoble, un témoignage silencieux d'une justice refusée. Pour Moreau, c'était une défaite personnelle, une blessure ouverte qui ne cicatriserait jamais complètement. Il savait au fond de lui que l'assassin de Geneviève Dubois était en liberté et la vérité attendait encore d'être découverte, peut-être par d'autres, dans un avenir lointain. Le mystère de Geneviève Dubois, enveloppé d'ombre, attendait son heure. 30 ans passèrent. 3 décennies de silence, de justice différée, d'une blessure ouverte dans l'âme de Grenoble. Nous étions en 2013 et l'affaire Geneviève Dubois, l'un des cold cases les plus énigmatiques et douloureux de la région, était sur le point d'être exhumée de la poussière des archives. La capitaine Élise Roussel, une jeune détective au regard pénétrant et à la détermination sans faille, avait hérité non seulement du bureau d'Henri Moreau, mais aussi de sa passion pour résoudre les énigmes. Elle faisait partie d'une nouvelle génération d'enquêteurs, armés de technologies dont Moreau n'aurait pu que rêver. Sa mission, donner une voix aux oubliés grâce à une initiative de mémoire judiciaire visant à réexaminer les affaires non résolues, dans l'espoir que le temps et la science puissent enfin faire éclater la vérité. Élise se plongea dans les archives, un volume massif de papier jauni par le temps,
sentant le renfermé et les histoires non racontées. Elle étudia chaque rapport, chaque transcription d'interrogatoire, chaque photographie de la scène de crime, comme si elle cherchait à résoudre une énigme personnelle. L'affaire Dubois la fascinait. La manière dont les indices semblaient se contredire, l'absence de motifs clairs, la disparition du principal suspect, Zane Parker. Elle sentait la frustration de Moreau dans chaque note en marge, dans chaque ligne soulignée. Parmi les preuves matérielles, méticuleusement conservées, une petite enveloppe scellée contenait un unique cheveu fin et sombre, trouvé dans la main crispée de Geneviève. À l'époque, en 1983, la technologie était trop rudimentaire pour extraire des informations significatives d'un seul cheveu. Mais en 2013, l'analyse ADN était devenue un outil puissant, capable de percer les secrets génétiques avec une précision stupéfiante. Élise savait que la clé résidait là. Elle réexamina également les fibres textiles inhabituelles trouvées sur les vêtements de la victime et la note anonyme que Moreau avait gardée avec tant de soin. La graphologie, désormais plus avancée, pourrait offrir de nouvelles perspectives sur l'écriture. Élise envoya toutes ses preuves au laboratoire de police scientifique de Pointe à Lyon, attendant avec un mélange d'espoir et de nervosité les résultats qui pourraient réécrire l'histoire de l'affaire. Parallèlement à la réanalyse des preuves, Élise décida de revoir les témoins originaux, ou leurs descendants, à la recherche de nouvelles perspectives, de souvenirs qui auraient pu être refoulés ou mal interprétés. Elle retrouva Isabelle Laurent, la meilleure amie de Geneviève, maintenant une dame de 70 ans qui portait toujours la douleur de la perte. Au cours de la conversation, Isabelle révéla quelque chose qui n'avait pas été jugé significatif à l'époque. Geneviève avait exprimé un certain malaise à l'égard de Zane Parker. Elle le trouvait un peu étrange, avec un regard trop intense, et l'avait éconduit sèchement quelques jours avant sa mort, après qu'il lui eut fait une déclaration inopportune sur ses sentiments pour elle, quelque chose qu'elle avait jugé inapproprié et obsessionnel. Ce détail, qui dans le feu de l'enquête initiale avait été minimisé comme une simple interaction entre voisins, résonnait maintenant avec une gravité nouvelle et sombre. Les résultats de l'analyse ADN du cheveu arrivèrent et ils furent explosifs. Ils révélèrent un profil génétique qui ne correspondait à aucun des suspects initiaux, ni à la victime. La recherche dans les bases de données criminelles et généalogiques fit apparaître un nom. Pierre Leclerc. Le profil génétique appartenait à Pierre Leclerc, un nom inconnu de la police de Grenoble en 1983, mais qui, grâce à des recherches plus approfondies, fut rapidement lié à Zane Parker. Zane Parker était en fait Pierre Leclerc, un homme qui s'était forgé une nouvelle identité après le crime et qui vivait maintenant sous le nom de Marc Duval à Toulouse. L'obsession, le rejet, la disparition soudaine, tout s'emboîtait. Élise sentit un frisson la parcourir. 30 ans plus tard, l'assassin de Geneviève Dubois avait un nom. La révélation de l'ADN du cheveu, ce fil minuscule et silencieux qui avait gardé son secret pendant 30 ans, fut le catalyseur qu'Élise Roussel attendait. Le nom de Pierre Leclerc, associé à l'identité de Zane Parker et maintenant de Marc Duval, résonnait dans les couloirs de la sûreté. L'excitation était palpable, mais Élise savait que le travail ne faisait que commencer. Il fallait construire un dossier inattaquable, en utilisant tous les outils que le XXIe siècle offrait. La première étape fut la réanalyse des preuves matérielles que Moreau avait méticuleusement préservées. L'empreinte de pas partiels sur le tapis, autrefois une image floue et peu concluante, fut soumise à une reconstruction numérique en 3 dimensions. Grâce à des algorithmes avancés, les experts parvinrent non seulement à affiner le motif de la semelle, mais aussi à estimer le poids et la taille approximatifs de l'agresseur. Le résultat, comparé aux données de Zane Parker de l'époque, montra une correspondance impressionnante. Les fibres textiles, autrefois simples curiosités, furent analysées par microscopie électronique à balayage, MEB, révélant leur composition exacte et leur origine probable.
un type de laine synthétique utilisé dans les manteaux pour hommes populaires dans les années 80, un détail qui correspondait au profil vestimentaire de Parker. Et la note anonyme, avec son écriture énigmatique, fut soumise à de nouvelles études graphologiques avec des bases de données d'écriture beaucoup plus vastes et sophistiquées. Avec l'identité de Marc Duval à Toulouse confirmée, l'équipe d'Élise entama la phase de localisation, base de données de l'état civil, factures de services publics, registre d'emploi, tout fut passé au crible. Il ne fallut pas longtemps pour trouver une adresse et un historique d'emploi comme archiviste dans une petite bibliothèque municipale. La vie de Marc Duval était l'antithèse de celle de Geneviève, discrète, méthodique, presque invisible. Il s'était construit une existence qui semblait délibérément conçue pour passer inaperçue. Une équipe de surveillance fut dépêchée à Toulouse, avec pour mission d'observer Marc Duval. Les rapports arrivaient quotidiennement. Un homme d'âge moyen, aux cheveux grisonnants et clairsemés, portant de fines lunettes, qui menait une routine monotone. Il quittait sa maison à la même heure chaque jour, allait au travail, rentrait chez lui et était rarement vu en société. Une vie d'ermite, ou presque. La seule exception était sa visite hebdomadaire à un petit café de la place du Capitole, où il commandait toujours le même expresso, lisait un journal et laissait la tasse sur la table avant de partir. C'était l'occasion parfaite. Par un froid matin de novembre, l'un des agents de surveillance, déguisé en touriste, s'assit à la table voisine de celle de Marc Duval. Avec une discrétion presque chirurgicale, dès que Duval se leva pour partir, laissant sa tasse de café à moitié vide, l'agent réussit à la récupérer en s'assurant qu'elle ne soit pas contaminée. La tasse, avec le résidu de café et la salive de Marc Duval, fut immédiatement envoyée au laboratoire. La tension au sein de l'équipe était palpable. Serait-ce la preuve définitive ? La confirmation que Marc Duval était bien l'assassin de Geneviève Dubois. Les jours suivants furent remplis d'une anxiété silencieuse. Quand le résultat arriva, ce fut un moment de triomphe et de sombre satisfaction. L'ADN, extrait de la tasse de café de Marc Duval, correspondait parfaitement à l'ADN trouvé dans le cheveu de Geneviève Dubois. Il n'y avait plus aucun doute. Pierre Leclerc, le Zane Parker qui avait disparu en 1984, était Marc Duval, l'homme qui menait une vie tranquille à Toulouse. 30 ans plus tard, le fantôme de Geneviève Dubois avait enfin retrouvé son persécuteur. La justice, bien que tardive, était en marche. L'heure de la vérité avait sonné. L'arrestation de Marc Duval à Toulouse fut exécutée avec précision. L'équipe d'Élise attendit le moment où il sortait du travail. Surpris, il n'a pas résisté. Son calme était troublant, presque blasé. Lors de l'interrogatoire, Duval, toujours sous l'identité de Marc, mais confronté aux preuves concernant Pierre Leclerc et Zane Parker, admit être au courant de la vieille affaire de Grenoble. Il tenta de minimiser les faits, arguant que Geneviève l'avait provoqué par son arrogance intellectuelle et son refus de reconnaître mon talent. La jalousie pour la bourse, le rejet catégorique de ses avances, tout cela s'était combiné en une fureur silencieuse qui avait explosé cette nuit de 1983. Il avoua avoir utilisé le vase, dont les empreintes digitales partielles, grâce à la technologie moderne, purent finalement être liées à lui. La note anonyme, enfin, fut confirmée comme étant de sa main, un avertissement voilé avant le drame. Le procès, en 2020, fut un événement qui capta l'attention de toute la France. La sœur de Geneviève, Sophie Dubois, désormais une femme âgée mais dont la voix était chargée d'une douleur qui ne s'était jamais éteinte, témoigna de la perte dévastatrice. Les journaux intimes de Pierre Leclerc, récupérés dans une vieille boîte de souvenirs gardée par sa famille, furent présentés comme preuve de la préméditation. On y lisait clairement son obsession pour Geneviève et son ressentiment amer. Le diagnostic psychiatrique confirma une personnalité narcissique avec des tendances obsessionnelles, quelqu'un d'incapable d'accepter le rejet. Le verdict de culpabilité fut unanime. Marc Duval, l'homme qui avait été Pierre Leclerc, fut condamné à 28 ans de prison, une peine qui, d'une certaine manière, faisait écho aux 28 années d'impunité.
Pour la capitaine Élise Roussel, la conclusion de l'affaire n'apporta pas d'euphorie, mais un profond sentiment du devoir accompli. La justice est parfois un fleuve lent, mais qui trouve invariablement son chemin vers la mer. Elle se rendit sur la tombe de Geneviève Dubois dans un petit cimetière près de Grenoble. Là, sous une simple pierre tombale, reposait le nom de la femme dont la vie fut si tragiquement fauchée. Élise y déposa une unique rose blanche. « Enfin, Geneviève, murmura-t-elle, vous pouvez reposer en paix. » L'affaire Geneviève Dubois est devenue le témoignage silencieux qu'aucune vérité ne peut rester enterrée pour toujours, et que la persévérance, alliée au progrès de la science, peut, un jour, éclairer même les ombres les plus profondes du passé,